Avez-vous déjà ressenti une solitude totale, comme si le monde entier vous avait tourné le dos, mais avez-vous malgré tout décidé de continuer? La même chose est arrivée à l'Éthiopie, une terre qui a défié les empires, résisté aux invasions et survécu à la famine, à la guerre et à l'oubli. Alors que d'autres peuples étaient reconquis, l'Éthiopie ne s'est jamais agenouillée. Elle était blessée, certes, mais à chaque fois qu'elle tombait, elle se relevait plus forte, guidée par sa foi, sa fierté et la flamme de son histoire. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un pays africain, c'est l'histoire de la résilience humaine, d'un peuple qui nous enseigne que peu importe le nombre de fois où l'on tombe, ce qui compte, c'est d'avoir le courage de se relever. Car l'Éthiopie n'a pas seulement survécu à l'épreuve du temps, il l'a vaincue. Avant d'entamer ce voyage à travers l'histoire de l'Éthiopie, permettez-moi de vous poser une question très importante. Si vous êtes passionné par la découverte d'histoires vraies, pleines de lutte et d'espoir, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications, car ici, vous trouverez toujours des histoires qui vous feront ressentir des émotions, réfléchir et apprendre. Et laissez-moi un commentaire ci-dessous disant « L'Éthiopie n'a jamais capitulé ». Par ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à découvrir cette vidéo et que l'histoire de ce grand peuple puisse s'étendre jusqu'à son esprit. Alors, vous êtes déjà abonné? Parfait. Alors, rejoignez-moi pour découvrir l'une des histoires les plus puissantes de toute l'humanité. 1. Origines anciennes. La terre où l'humanité est née. Quand on parle de l'Éthiopie, on ne parle pas seulement d'un pays. On parle des origines même de l'histoire de l'humanité. Dans ces sols arides, dans les plaines de la vallée de l'Omo et dans les monts Afar, des scientifiques ont découvert quelque chose qui allait changer à jamais ce que nous pensions savoir sur nos origines. Les restes d'une femme vieille de plus de 3 millions d'années, connue sous le nom de Lucy ou Dinkinesh, tuée merveilleuse en Amharique. Lucy n'était pas une femme ordinaire. Elle appartenait à une espèce ancestrale de l'homme, l'Australopithecus afarensis, et sa découverte en 1974 a fait de l'Éthiopie le berceau de l'humanité. Imaginez cet endroit il y a des millions d'années. De vastes savanes, des rivières serpentant entre les montagnes et des créatures commençant à marcher debout pour la première fois, laissant leurs empreintes sur la terre qui serait un jour appelée Afrique. Ces empreintes, que l'on retrouve également dans la vallée du Rift, sont les premières traces du plus important voyage de tous. Le voyage de l'humanité à travers le temps. Pendant des millénaires, ces terres ont vu se développer des peuples et des cultures qui ont maîtrisé l'agriculture, l'élevage et bâti leurs premiers villages. Les terres fertiles du Nord, baignées par le Nil bleu, ont été le théâtre des premières formes de civilisation. Dès ses origines, l'Éthiopie fut un lieu de rencontre et de fusion, où l'Afrique subsaharienne rencontrait les mondes arabes et asiatiques. C'était un carrefour de culture, de religion et de langue. Et cette position géographique privilégiée a fait que dès ses origines, le territoire éthiopien a été convoité, admiré et aussi craint. Tandis que les civilisations égyptiennes prospéraient au nord et les civilisations mésopotamiennes à l'est, les peuples qui habitaient ce qui est aujourd'hui l'Éthiopie commerçaient déjà l'or, l'encens et l'ivoire. Ils étaient les gardiens d'anciennes routes reliant le cœur de l'Afrique à la mer Rouge. Là, au milieu des montagnes et des déserts, commença à se forger l'identité d'un peuple singulier, fier et profondément spirituel. Dès leurs origines, les Éthiopiens semblaient avoir compris quelque chose, que de nombreuses civilisations allaient oublier par la suite, que la force d'un peuple ne se mesure pas seulement à ses conquêtes, mais aussi à sa capacité à résister, à s'adapter et à endurer. Et c'est précisément cette résilience, ce lien avec la terre et avec le passé le plus lointain, qui a jeté les bases du futur royaume qui allait émerger sur ces terres sacrées. Le royaume de Demté, la première grande civilisation éthiopienne, allait constituer le prochain chapitre de cette histoire fascinante. 2. Les premiers royaumes de la vallée du Nil et le commerce de l'encens. Après ces premiers millénaires, durant lesquels les humains apprirent à vivre en harmonie avec la terre,
le territoire éthiopien commença à se transformer. Les villages se muèrent en petits royaumes, et les montagnes, les vallées et les routes commerciales façonnèrent une civilisation qui allait bientôt briller sur la carte du monde antique. Dans la vallée du Nil bleu et sur les plateaux du Nord, des communautés ont émergé qui dominaient l'agriculture et le commerce de produits exotiques. Imaginez des caravanes avançant lentement à travers les déserts, chargées d'or, d'ivoire, d'épices et du précieux encens éthiopien, considérés comme un présent digne des dieux. Ces peuples commerçaient avec l'Égypte, l'Arabie et la Mésopotamie, et leurs routes s'étendaient au-delà de la mer Rouge, reliant l'Afrique à l'Asie. Dès l'Antiquité, l'Éthiopie devint un pont entre deux mondes, l'africain et l'arabe. La situation stratégique de ces terres les rendait essentielles au commerce international. Depuis les ports proches d'Adulis, sur la côte de la mer Rouge, les marins transportaient des marchandises vers le nord, en direction des grandes civilisations de la Méditerranée. L'encens, utilisé dans les temples et lors des rituels religieux, devint un symbole de la richesse de la région. En retour, les Éthiopiens reçurent des textiles, du vin, des poteries et des connaissances venues d'outre-mer. Mais au-delà du commerce, ces relations culturelles ont façonné l'identité du peuple éthiopien. D'Égypte, ils ont adopté l'art de l'écriture et le respect des dieux. D'Arabie, l'architecture et l'échange d'idées. C'était un pays ouvert sur le monde, mais profondément fier d'il était. Les rois locaux commencèrent à centraliser le pouvoir, construisant des temples en pierre et développant des systèmes d'irrigation qui nourrissaient des milliers de personnes. Au milieu de cet épanouissement culturel, les légendes commencèrent à se mêler à l'histoire. On racontait l'histoire d'un puissant royaume appelé Demté, dont la capitale, Yeha, était devenue l'un des centres les plus avancés de la région. Ces temples, avec leurs énormes blocs de pierre parfaitement sculptés, se dressent encore aujourd'hui comme des témoins silencieux d'une époque où l'Éthiopie commençait à lever les yeux au ciel avec fierté. C'est également à cette époque que commencèrent à se tisser les premiers liens avec le mythique royaume de Saba, de l'autre côté de la mer Rouge. On disait que les rois d'Éthiopie et des Sabéens partageaient culture, commerce et même des liens de sang. De cette union naîtra l'une des légendes les plus fascinantes du monde antique, l'histoire de la reine de Saba et du roi Salomon. Mais avant d'atteindre ce mythe éternel, l'Éthiopie devait consolider son pouvoir sur le continent. Les fondations furent posées, les routes ouvertes et la richesse afflua. Le monde était sur le point de découvrir le royaume de Demté, la première grande civilisation de cette terre bénie par les dieux et l'encens. 3. Le légendaire royaume de DMT et son lien avec Saba. Au fil des siècles, ces petits villages et ces routes commerciales se sont unis sous le pouvoir d'un royaume qui allait marquer le début de la civilisation éthiopienne, le royaume de DMT. Ce puissant royaume connut son apogée autour du 8e siècle avant JC et son centre principal se situait dans la région de Yeha, au nord de l'Éthiopie. C'est là, au cœur des montagnes et des vallées, qu'émergea une culture qui allait marquer profondément l'histoire du pays. Yeha n'était pas une ville ordinaire. Un temple monumental dédié au dieu Almaka, une divinité d'origine sud-arabique associée à la lune et à la fertilité, y avait été construit. Ce qui surprend dans cet édifice, que l'on peut encore visiter aujourd'hui, c'est sa perfection architecturale. D'énormes blocs de pierre assemblés sans ciment, formant des murs qui ont résisté à plus de 2 millénaires. C'était une preuve manifeste du savoir-faire, des connaissances et de la spiritualité de ce peuple. Les rois de DMT régnaient non seulement par la force, mais aussi par le contrôle du commerce. De Yeha, ils envoyaient des caravanes vers la mer Rouge, où ils commerçaient avec le royaume de Saba, dans l'actuel Yémen. En échange d'encens, de myrrhe et d'or, ils reçurent l'écriture, la technologie et les styles architecturaux sabéens, témoignant d'un lien culturel étroit entre les deux royaumes. Et c'est précisément cette relation qui a donné naissance à l'une des légendes les plus fascinantes du monde antique, l'histoire de la reine de Saba.
Selon la tradition éthiopienne, la reine, nommée Makeda, voyagea de ces contrées jusqu'à Jérusalem pour rencontrer le sage roi Salomon. Leur rencontre n'était pas seulement politique, mais aussi spirituelle. De leur union serait né un fils, Ménélik Ier, qui deviendra plus tard le premier empereur d'Éthiopie et apportera l'arche d'alliance dans le pays, un symbole sacré qui, selon la tradition, se trouve toujours à Aksum. Cette légende, au-delà du mythe, représente la naissance de l'identité divine et royale de l'Éthiopie. Un pays qui, dès ses origines, se considérait comme élu de Dieu, descendant de rois sacrés et gardien de reliques ancestrales. Et bien que DMT ait fini par disparaître, son héritage ne serait pas perdu. Ses temples, ses inscriptions et son mélange d'influences africaines et arabes allaient jeter les bases de quelque chose d'encore plus grand. Car dans les hautes terres du Nord, où le soleil dorait les pierres de Yéa, germait l'esprit du futur empire aksumite. Un royaume qui non seulement dominerait le commerce, mais porterait le nom de l'Éthiopie bien au-delà de l'Afrique. 4. La naissance du puissant royaume d'Aksum. Avec la chute du royaume de DMT, les anciennes structures politiques ne disparurent pas. Elles se transformèrent. Dans les hauts plateaux du Nord, au cœur de montagnes fertiles et de routes commerciales, une nouvelle puissance émergea, marquant un tournant dans l'histoire africaine, le royaume d'Aksum. Aksum n'était pas qu'une simple ville. C'était le cœur battant d'un empire. Du 1er au 7e siècle de notre ère, ce royaume devint l'une des civilisations les plus puissantes et les plus avancées du monde antique. Ces territoires s'étendaient du nord de l'Éthiopie jusqu'à ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Érythrée, et son influence s'étendait même au-delà de la mer Rouge jusqu'en Arabie. Mais qu'est-ce qui faisait d'Aksum un royaume si particulier? Tout d'abord, sa situation stratégique. Aksum se trouvait au carrefour des routes commerciales reliant la Méditerranée, l'Afrique et l'Asie. Depuis le port d'Adulis, ces marchands exportaient de l'or, de l'ivoire, du fer, de l'encens et des esclaves, et importèrent du vin, de la soie, des épices et des armes. C'était une métropole animée, où plusieurs langues étaient parlées et où coexistaient diverses cultures. Le commerce a apporté la richesse, mais aussi le savoir. Aksum a développé sa propre monnaie d'or et d'argent, inscrite en guèze, une langue qui allait devenir le pilier culturel et religieux du pays pendant des siècles. Cette indépendance économique permit à Aksum de s'affranchir de toute dépendance envers un empire étranger. Tandis que d'autres royaumes africains étaient absorbés ou colonisés, Aksum demeurait une puissance souveraine. Leurs rois étaient considérés comme des figures quasi divines. Ils régnaient avec un pouvoir absolu, mais aussi avec une profonde spiritualité. Chaque monarque faisait ériger des obélisques monumentaux taillés dans un seul bloc de pierre, de véritables tours de granit atteignant jusqu'à 30 mètres de hauteur. Ces obélisques, encore debout aujourd'hui, symbolisaient le pouvoir et l'éternité. Tombeaux sacrés, monuments reflétant la grandeur d'un royaume aspirant à l'immortalité, ils étaient autant de symboles de puissance et d'éternité. Aksum était également un centre d'innovation. La ville développa son propre système d'écriture, maîtrisa l'architecture en pierre sans mortier et créa un système politique qui combinait religion, commerce et diplomatie. Il s'agissait d'un royaume africain qui rivalisait avec Rome, la Perse et l'Inde en puissance et en influence, à tel point qu'il était mentionné dans des documents romains comme l'un des 4 grands empires du monde, aux côtés de Rome, de la Perse et de la Chine. Cependant, Aksum se distinguait non seulement par sa richesse ou sa puissance militaire, mais aussi par un événement qui allait changer à jamais l'histoire du pays, l'arrivée du christianisme. Au IVe siècle, le royaume adopta officiellement la foi chrétienne, devenant ainsi l'un des premiers États chrétiens de la planète. Cette décision définirait non seulement l'identité spirituelle de l'Éthiopie, mais lui conférerait également une force morale qui perdurerait pendant des siècles. Aksum était passé du statut de royaume commerçant africain à celui d'empire sacré, une terre bénie qui unirait le pouvoir des rois à la foi en Dieu.
Et c'est ainsi que, entre l'or et la pierre, entre l'encens et la prière, naquit l'essence éternelle de l'âme éthiopienne. Avant de poursuivre ce récit incroyable de l'Éthiopie, je voudrais vous poser une question très simple, mais très importante. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Et si ce n'est pas le cas, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Et si cette histoire vous passionne autant qu'elle me passionne, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille ou toute personne qui aime en apprendre davantage sur le passé du monde. Car, par ce simple geste, vous aidez davantage de personnes à découvrir cette histoire, pour que la voix du peuple éthiopien puisse continuer à vivre et que l'histoire de leur force et de leur foi puisse rayonner bien plus loin. Alors, l'avez-vous déjà partagé? Parfait, continuons ensemble, car la suite est encore plus impressionnante. 5. Le christianisme arrive en Éthiopie. À mesure que le puissant royaume d'Aksum grandissait et commerçait avec le reste du monde, quelque chose de plus profond allait se produire, quelque chose qui ne se mesurerait ni en or ni en conquête, mais en foi et en transformation spirituelle. C'est au IVe siècle que l'Éthiopie allait connaître l'un des moments les plus décisifs de son histoire, l'arrivée du christianisme. D'après d'anciens récits, le règne du roi Ezana changea à jamais le destin du royaume. Ezana était un monarque jeune, fort et ambitieux qui hérita d'un empire prospère, mais aussi semé d'embûches. À cette époque, les marchands et les missionnaires qui voyageaient de la Méditerranée à la mer Rouge apportaient avec eux non seulement des marchandises, mais aussi des idées, des croyances, et la parole d'une nouvelle religion qui parlait d'amour, d'humilité et de rédemption, le christianisme. La légende raconte qu'un jeune Syrien nommé Frumentius, accompagné de son frère Aédésius, arriva par hasard à Aksum après un naufrage. Les deux hommes furent amenés devant la cour royale et avec le temps, Frumentius gagna la confiance du jeune Ezana, devenant son précepteur et son conseiller. C'est lui qui lui parla du Christ, de la foi en un seul Dieu et du pouvoir de la miséricorde sur l'épée. Ces paroles touchèrent le cœur du roi. Ezana, élevé dans la tradition polythéiste, commença à ressentir qu'il existait quelque chose de plus grand, d'éternel, qui unissait tous les hommes. C'est ainsi que, dans un geste qui allait changer le cours du pays, le roi Ezana se convertit au christianisme, déclarant officiellement la nouvelle foi religion d'État. À partir de ce moment, l'Éthiopie devint l'une des premières nations chrétiennes au monde, avant même de nombreux royaumes européens. Le Ge'ez, l'ancienne langue écrite d'Aksum, commença à être utilisé pour traduire les Saintes Écritures, et les premières églises éthiopiennes furent érigées, dont beaucoup construites sur d'anciens temples païens, comme symbole de la naissance d'une nouvelle ère. Mais le christianisme en Éthiopie n'était pas une simple copie de la religion de Rome ou de Byzance. Au fil du temps, le peuple éthiopien lui a donné son propre caractère, un mélange de rituels anciens, de traditions africaines et d'une profonde dévotion spirituelle. De cette union est née l'église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, l'une des plus anciennes au monde, dont les rites et les chants sont encore préservés presque intacts aujourd'hui. Le christianisme a non seulement transformé la foi des peuples, mais aussi leur identité. Les croix sculptées dans la pierre devinrent des symboles sacrés. Des manuscrits enluminés en Ge'ez ornaient les monastères, et l'idée que l'Éthiopie était une terre choisie par Dieu s'enracina dans la conscience nationale. Le roi Ezana ordonna que sa conversion soit gravée sur les pièces de monnaie, remplaçant les anciens symboles solaires par la croix chrétienne. C'était un message adressé au monde entier. Aksum n'était plus seulement un puissant empire, c'était désormais un royaume de foi, guidé par la lumière du Christ. Ainsi, l'âme de l'Éthiopie s'est fondue dans le christianisme. Une foi qui non seulement survivrait aux guerres, aux invasions et à des siècles d'isolement, mais deviendrait la pierre angulaire de leur culture, de leur art et de leur esprit. Car à partir de ce moment, le peuple éthiopien ne marcha plus seul sous le soleil africain, mais aussi sous la lumière éternelle de sa foi nouvelle. 6. Aksum y la leyenda del Arca de la Alianza.
Tras la conversión del rey Esana y la llegada del cristianismo, el reino de Aksum no solo se convirtió en un centro espiritual del continente africano, sino también en el guardián de uno de los mayores misterios de toda la historia religiosa, el Arca de la Alianza. La tradición etíope, conservada durante siglos por monjes y crónicas sagradas, afirma que el arca, aquella caja dorada que, según la Biblia, contenía las tablas de la ley entregadas por Dios a Moisés, fue llevada a Etiopía por Menelik I, el hijo de la reina de Saba y el rey Salomón. Cuenta la leyenda que tras visitar Jerusalén y conocer a su padre, Menelik regresó a Aksum, acompañado por los primeros hijos de los nobles israelitas, y que, en secreto, llevaron consigo el arca sagrada, custodiada por ángeles. Desde entonces, se dice que descansa en la ciudad santa de Aksum, en la iglesia de Santa María de Sión, vigilada día y noche por un solo monje, el guardián del arca, que dedica toda su vida a protegerla y jamás abandona el recinto. Esta creencia, profundamente arraigada en la cultura etíope, convirtió a Aksum en el epicentro espiritual del país. Durante siglos, los peregrinos llegaban desde todos los rincones de África para orar cerca del santuario, convencidos de que aquella tierra era una extensión directa del antiguo Israel. Y así, Etiopía comenzó a verse a sí misma no solo como una nación cristiana, sino como el nuevo Israel elegido por Dios para custodiar la fe verdadera. La conexión entre el linaje de Salomón y los reyes etíopes se volvió parte esencial de la identidad nacional. Cada monarca, desde los tiempos de Aksum hasta la era moderna, afirmaría descender directamente de Menelik I, consolidando la creencia en una dinastía salomónica sagrada. Era una forma de legitimar el poder político con un fundamento espiritual, uniendo trono y altar en una sola idea: el rey como representante de Dios en la tierra. Pero esta herencia no solo se expresaba en la religión, sino también en la cultura. Las iglesias talladas en roca, los manuscritos escritos en ge'ez y los cantos litúrgicos comenzaron a reflejar una espiritualidad profunda, mezcla de misticismo africano y tradición bíblica. Los monjes etíopes, aislados en los monasterios de las montañas, copiaban textos sagrados a mano, iluminándolos con colores vivos y figuras de santos de piel oscura semejantes a su propio pueblo. El arca se convirtió en símbolo de identidad nacional, pero también en un recordatorio de la responsabilidad espiritual de Etiopía. Para los etíopes, proteger el arca era proteger su alma, su historia y su destino. Con el tiempo, Aksum no solo fue una ciudad sagrada, sino también un lugar de poder político y diplomático. Reyes y embajadores venían de lejos para rendir respeto a la tierra donde se decía que moraba la presencia de Dios. Era el orgullo de África, el único reino que podía mirar al resto del mundo y decir: nosotros somos los guardianes del pacto divino. Sin embargo, mientras Aksum alcanzaba su esplendor, un nuevo desafío se alzaba en el horizonte. Desde el norte, un nuevo credo, una nueva civilización y una nueva fuerza comenzaban a expandirse por el desierto: el Islam. Y aquella expansión cambiaría para siempre el destino del antiguo reino etíope. Zéete, el declive de Aksum y la llegada del Islam. Durante siglos, el reino de Aksum había sido una joya de África, poderoso, espiritual y respetado por imperios lejanos como Roma, Persia y Bizancio. Pero incluso los reinos más gloriosos enfrentan el paso del tiempo, y el de Aksum estaba a punto de enfrentarse a una transformación que cambiaría para siempre su destino. A partir del siglo VII, un nuevo poder comenzó a expandirse desde la península arábiga: el Islam. Las caravanas que antes comerciaban con Aksum ahora llevaban un nuevo mensaje, una nueva fe que se extendía rápidamente por el norte de África
y el Medio Oriente. Con la expansión islámica, las antiguas rutas comerciales del Mar Rojo, aquellas que habían sido la fuente de la riqueza de Aksum, comenzaron a cerrarse. Los puertos etíopes, especialmente el de Adulis, fueron perdiendo su importancia, pues los musulmanes controlaban las costas y redirigieron el comercio hacia otras rutas bajo su dominio. Aksum, que había prosperado gracias al intercambio con el mundo, comenzó a aislarse lentamente. La economía se debilitó, los ingresos disminuyeron y el esplendor que había iluminado su pasado empezó a desvanecerse. Pero los desafíos no eran solo económicos. Las nuevas potencias islámicas, con su fervor religioso y militar, se expandieron hacia el norte de Etiopía, conquistando territorios cercanos y reduciendo la influencia de los cristianos en la región. Sin embargo, hay algo admirable en esta parte de la historia. Etiopía fue uno de los pocos reinos cristianos que no fue conquistado por el Islam. De hecho, en una curiosa vuelta del destino, Etiopía encontró respeto y protección entre los primeros musulmanes. Según la tradición islámica, cuando los seguidores del profeta Mahoma fueron perseguidos en la Meca, buscaron refugio precisamente en Etiopía. El rey cristiano de Aksum, conocido como el Negus, les dio asilo, negándose a entregarlos a sus enemigos. Mahoma, agradecido, dijo que Etiopía era una tierra de justicia y ordenó a sus seguidores que nunca la atacaran. Ese gesto de humanidad creó un lazo único entre musulmanes y cristianos, una especie de respeto mutuo que, aunque no evitó los conflictos futuros, marcó profundamente la historia del país. Aún así, Aksum nunca recuperó su antiguo esplendor. Con el tiempo, las montañas se volvieron su refugio. La corte real y los centros religiosos se desplazaron hacia el interior del país, buscando protección entre los valles y las colinas. Allí, la fe cristiana sobrevivió, escondida pero viva, mantenida por monjes y campesinos que jamás renunciaron a sus creencias. El antiguo imperio se fue apagando, sus obeliscos quedaron en silencio, cubiertos por el polvo y la maleza. Pero Aksum no murió, simplemente se transformó. De las cenizas de aquel reino nacerían nuevas dinastías, nuevas ciudades y nuevos reinos que mantendrían la llama encendida del cristianismo etíope. El espíritu de Aksum, ese espíritu de resistencia, de fe y de orgullo, sobreviviría a las invasiones, al aislamiento y al tiempo. Y pronto, entre los siglos XIII y XV, volvería a brillar con fuerza bajo el resurgimiento de una nueva dinastía que afirmaba descender del mismísimo rey Salomón. El mundo volvería a mirar hacia Etiopía y vería renacer una nación que nunca aceptó desaparecer. 8. Le Moyen Âge éthiopien et les royaumes chrétiens. Après le déclin d'Aksum, l'Éthiopie sembla disparaître des cartes du monde extérieur, mais pas de l'histoire. Tandis que les puissances islamiques dominaient l'Afrique du Nord, le christianisme survivait silencieusement dans les montagnes des hauts plateaux éthiopiens, protégé par la géographie et soutenu par la foi d'un peuple qui refusait de renoncer à son identité. Pendant plusieurs siècles, les rois éthiopiens ont régné depuis des lieux reculés, entretenant ainsi la flamme de l'ancien empire. Ce fut une période d'isolement et de résistance, mais aussi de créativité, de mysticisme et d'expansion culturelle. Entre le XIIIe et le XVe siècle, l'Éthiopie renaquit en force sous une nouvelle dynastie, la dynastie salomonienne, qui prétendait descendre directement du roi Salomon et de la reine de Saba par l'intermédiaire de leur fils Ménélik Ier. Cette lignée a non seulement restauré la monarchie, mais a également ravivé la fierté spirituelle du pays. Le message était clair, les rois éthiopiens n'étaient pas de simples dirigeants. Ils étaient des héritiers d'une mission divine, les gardiens de l'alliance sacrée entre Dieu et son peuple. L'un des moments les plus fascinants de cette période fut le règne du roi Lalibela, au XIIe siècle. Ce monarque,
considéré comme un saint par l'Église éthiopienne, rêvait de construire une nouvelle Jérusalem sur le sol éthiopien, puisque l'original était tombé sous domination musulmane. Pour réaliser ce rêve, il commanda la construction de 11 églises souterraines, reliées par des tunnels et des passages, sculptés directement dans la pierre rouge des montagnes. Aujourd'hui encore, ces églises, comme la célèbre Beth Giorgis, église Saint-Georges, avec sa forme de croix parfaite vue du ciel, figurent parmi les merveilles architecturales les plus énigmatiques du monde. Elles n'ont pas été construites avec des pierres transportées. Elles ont été taillées de haut en bas dans un acte de foi et d'art sans précédent. Chaque coup de ciseau était une prière, chaque tunnel un pèlerinage spirituel. Durant cette période, la religion imprégnait tous les aspects de la vie éthiopienne. Les monastères se multiplièrent et les moines y recopiaient des manuscrits à la main, préservant ainsi les écritures, l'histoire et le savoir ancien, tandis que l'Europe sombrait dans les guerres et les ténèbres. La musique liturgique, les chants en gaise et les rituels dansants imprégnaient les temples d'une atmosphère mystique que l'on ressent encore aujourd'hui. Mais tout n'était pas que paix et dévotion. Les royaumes chrétiens devaient constamment défendre leurs frontières contre les sultanats musulmans à l'est et au sud qui considéraient l'Éthiopie comme un bastion d'une foi rivale. Cette lutte constante entre la croix et le croissant de lune a profondément marqué l'identité du pays. Pour autant, l'Éthiopie ne fut jamais vaincue. Leur force ne résidait pas dans leurs armées, mais dans leur unité spirituelle, dans la foi qui unissait paysans, moines et rois. Le drapeau du christianisme flottait sur leurs montagnes, et leur peuple se considérait comme un peuple élu, distinct et éternel. Alors que l'Europe commençait tout juste à regarder l'Afrique avec curiosité, l'Éthiopie possédait déjà des siècles de civilisation, d'art, d'écriture et une foi inébranlable. Le monde l'ignorait encore, mais ce royaume caché au cœur des montagnes allait bientôt devenir un symbole de la fierté africaine et un point de rencontre entre l'Orient et l'Occident. Et alors, même que rien ne semblait pouvoir briser cette paix divine, le destin allait une fois de plus confronter l'Éthiopie à un défi monumental. La menace de l'islamisme radical et les guerres du XVIe siècle qui allaient mettre à l'épreuve la foi, le courage et l'unité du peuple éthiopien. Avant de poursuivre ce récit incroyable de l'Éthiopie, permettez-moi de vous rappeler quelque chose de très important. Partagez cette vidéo, aimez-la et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Par ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à découvrir cette histoire, pour que la voix du peuple éthiopien puisse continuer à vivre et que le message de force, de foi et d'espoir porte bien plus loin. Votre soutien fait la différence. Chaque j'aime, chaque abonnement et chaque partage contribuent à faire vivre l'histoire. Alors faites-le maintenant et continuons ensemble, car la suite vous laissera sans voix. 9. Les contacts avec l'Europe et la menace musulmane. Pendant des siècles, l'Éthiopie était restée fièrement isolée, protégée par ses montagnes et soutenue par sa foi. Mais au début du XVIe siècle, ce silence fut rompu. De nouvelles forces, amies comme hostiles, commencèrent à se tourner vers le cœur de l'empire chrétien africain. Le monde changeait. Les Ottomans dominaient la mer Rouge, l'islam se répandait fortement depuis l'Arabie et la Corne de l'Afrique, et de l'autre côté de l'océan, les Européens, avec leurs navires et leurs ambitions, cherchaient à nouveau à entrer en contact avec le mystérieux pays du prêtre Jean, le roi chrétien mythique qui, selon les légendes, régnait sur un royaume caché au cœur des montagnes. Ce royaume n'était autre que l'Éthiopie. Mais avant l'arrivée des Européens, le pays était confronté à l'une de ses plus grandes crises. De l'Est, un ennemi implacable émergea, le sultanat d'Adal, dirigé par un guerrier musulman nommé Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, connu dans l'histoire éthiopienne sous le nom d'Ahmad Gragne, le gaucher. Cet homme charismatique et féroce déclara une guerre sainte, djihad, contre l'empire chrétien éthiopien, dans le but de détruire sa foi et de le soumettre à l'islam.
En 1529, ses armées lancèrent une campagne de feu et de sang qui dévasta villes, églises et monastères. Les terres fertiles du Nord furent dévastées, les manuscrits sacrés brûlés et des milliers de chrétiens massacrés ou contraints de fuir vers les montagnes. Le roi Lebna d'Engel tenta de résister, mais ses forces étaient inférieures en nombre. La situation devint désespérée. Il semblait que l'ancienne foi éthiopienne, celle qui avait survécu aux empires et aux siècles, était sur le point de disparaître. Et c'est dans ce moment sombre que l'Éthiopie s'est tournée vers un allié lointain, le Portugal. Pendant des décennies, les Portugais, naviguant le long des côtes africaines et cherchant de nouvelles routes vers l'Inde, avaient entendu parler du royaume chrétien perdu et rêvaient de le trouver. Lorsque l'appel à l'aide parvint à Lisbonne, le roi du Portugal décida d'envoyer des secours. En 1541, une petite mais puissante expédition militaire commandée par Cristóvão da Gama, fils du célèbre navigateur Vasco de Gama, débarqua sur les rivages de la mer Rouge avec un objectif clair: sauver l'Éthiopie. La rencontre entre les deux mondes fut historique. Pour la première fois, des soldats européens ont foulé le sol des montagnes éthiopiennes, combattant aux côtés des armées locales sous la même croix. Les Portugais introduisirent les armes à feu, les canons et de nouvelles tactiques, ce qui leur conféra un avantage décisif sur les lances et les épées des envahisseurs musulmans. Après des années de guerre sanglante, Ahmad Gragne fut finalement vaincu et tué au combat en 1543, marquant la fin de son djihad. Le pays fut détruit, mais libre. Les moines sortirent de leur refuge, les temples furent reconstruits pierre par pierre, et les cloches sonnèrent à nouveau dans les vallées du Nord. Le sacrifice fut énorme. L'Éthiopie avait perdu une grande partie de sa population, son économie et nombre de ses trésors antiques, mais sa foi était restée intacte. L'alliance avec le Portugal, cependant, a laissé de profondes cicatrices. Pendant un temps, les Européens ont tenté d'influencer l'Église éthiopienne en envoyant des missionnaires catholiques qui cherchaient à l'unir à Rome. Mais les Éthiopiens, fiers de leur indépendance spirituelle, ont rejeté les impositions étrangères, réaffirmant leur identité orthodoxe. Le contact avec l'Europe avait ouvert une porte qui ne se refermerait jamais complètement. L'Éthiopie ne serait plus une nation totalement isolée. Elle avait montré au monde qu'elle n'était pas un mythe, mais une réalité vivante, une civilisation chrétienne africaine capable de résister au feu du fanatisme et de l'invasion. Ainsi, tandis que les cicatrices de la guerre se refermaient lentement, le pays se préparait à une nouvelle étape. Une ère de rois nomades, de monastères fortifiés et d'isolement volontaire, au cours de laquelle l'Éthiopie se replierait à nouveau sur elle-même, sans pour autant oublier qu'elle avait survécu au bord du gouffre. C'était la fin d'une guerre et le début d'une autre bataille, cette fois contre le temps et l'oubli. 10. L'isolement impérial et la préservation de l'identité. Après la terrible guerre contre Ahmad Gragne, l'Éthiopie fut profondément blessée. Leurs champs avaient été dévastés, leurs églises détruites et une grande partie de leur population réduite à la pauvreté. Mais comme si souvent dans leur histoire, les Éthiopiens n'ont pas renoncé. Des cendres de la destruction, elle a lentement entrepris de reconstruire sa nation, avec une détermination aussi forte que les montagnes qui la protégeaient. Cependant, les blessures du conflit n'étaient pas seulement physiques. L'arrivée des Portugais et les tentatives ultérieures des missionnaires catholiques pour imposer leur foi avaient engendré un sentiment de méfiance envers le monde extérieur. Les rois éthiopiens comprenaient que toute alliance avec des puissances étrangères pouvait apporter à la fois aide et danger. L'Éthiopie a donc décidé de fermer ses portes au reste du monde. Pendant plus de 2 siècles, le pays a vécu ce que les historiens appellent la période d'isolement, une ère durant laquelle l'Empire s'est replié sur lui-même. Les montagnes devenaient des remparts naturels et les monastères, cachés parmi les vallées et les rochers, étaient les gardiens du savoir, de la culture et de la foi. Là, des moines et des érudits ont copié d'anciens manuscrits en guèze, préservant ainsi des textes sacrés qui avaient déjà disparu en Europe.
La vie quotidienne s'organisait à nouveau autour de la religion. Chaque ville avait son église, chaque famille sa croix. Les fêtes religieuses rythmaient le calendrier de processions, de tambours, de danses et de chants qui évoquaient à la fois les souffrances et la gloire du passé. Le christianisme éthiopien, avec ses traditions uniques, a continué à se développer indépendamment, mêlant les anciennes coutumes africaines à l'héritage biblique. Mais cet isolement avait aussi un prix. Le pouvoir central s'est affaibli et les nobles régionaux ont commencé à régner comme de petits rois, chacun avec sa propre armée et ses propres lois. C'était une époque où l'empereur existait davantage comme une figure symbolique que comme un véritable souverain. Le pays se fragmenta en royaumes et seigneuries, où les guerres locales étaient fréquentes, et les conflits pour le contrôle des terres et des ressources finirent par miner l'empire. Malgré tout, il y avait quelque chose qui les unissait tous: la foi. Au milieu des divisions politiques, le christianisme éthiopien est resté le lien invisible qui a maintenu l'unité du pays. Les moines devinrent conseillers, médiateurs et chroniqueurs. Leur voix était respectée même par les guerriers les plus puissants. Grâce à eux, la culture n'a pas disparu. L'art religieux connut un essor remarquable. Icônes aux couleurs vives, rouleaux de prières et sculptures sur bois ornaient les temples et racontaient des histoires des saints et des rois. Tandis que le monde extérieur se transformait, avec l'arrivée des empires européens, les découvertes maritimes et l'expansion coloniale, l'Éthiopie demeurait là, immobile, telle une forteresse spirituelle au milieu du temps. Personne ne pouvait la convaincre, personne ne la comprenait vraiment. C'était un pays mystérieux, isolé du monde, mais profondément lié à son passé. Dans ce long silence, l'Éthiopie a forgé quelque chose d'inestimable, une identité solide et inébranlable. Alors que d'autres peuples africains tombaient sous la domination européenne, les Éthiopiens ont préservé leur langue, leur religion, leur écriture et leur fierté. Mais cet isolement ne pouvait pas durer éternellement. Au début du XIXe siècle, un homme visionnaire émergea des royaumes divisés avec une mission claire: réunifier l'Éthiopie et lui restaurer sa grandeur. Il s'appelait Tewodros II, et son histoire allait marquer le début d'une nouvelle ère de changement, de sacrifice et de renaissance. 11. L'empereur Tewodros II et la Renaissance nationale. Après des siècles d'isolement et de fragmentation, l'Éthiopie semblait s'être endormie, divisée en petits royaumes, qui se livraient une guerre sans pouvoir central fort pour les guider. C'était un pays au passé glorieux, mais au présent chaotique. Cependant, au milieu du XIXe siècle, un homme émergea qui allait changer ce destin. Un leader déterminé, doté d'un esprit indomptable et d'une vision moderne. Son nom était Tewodros II. Tewodros n'est pas né dans un palais et n'appartenait pas à une famille puissante. C'était un homme du peuple, un guerrier qui s'est levé en des temps d'anarchie. À cette époque, l'Éthiopie était divisée dans ce que l'on appelle l'ère des seigneurs de guerre, Zemene Mesafint, où chaque province avait son propre gouverneur, sa propre armée et ses propres ambitions. Le pays était morcelé, l'économie ruinée, et l'autorité de l'empereur n'était plus qu'un souvenir. Mais Tewodros rêvait de quelque chose de plus grand, une Éthiopie unie, forte, moderne et indépendante. Grâce à son charisme, son talent militaire et sa foi profonde, il commença à rassembler des partisans et à vaincre ses rivaux un par un. À chaque victoire, il gagnait non seulement du territoire, mais aussi de l'espoir. Finalement, en 1855, il fut couronné empereur d'Éthiopie, adoptant le nom de Tewodros II, en hommage à une ancienne prophétie qui disait qu'un roi portant ce nom restaurerait la gloire de l'empire. Une fois sur le trône, Tewodros entreprit une tâche titanesque: reconstruire le pays à partir des ruines. Il a centralisé le pouvoir, réorganisé l'armée et cherché à mettre fin au système féodal qui maintenait le peuple dans la pauvreté. Il rêvait d'une Éthiopie moderne, capable de rivaliser avec les puissances européennes qui commençaient déjà à dominer l'Afrique. Pour ce faire, Tewodros a tenté d'ouvrir le pays aux connaissances étrangères, mais sans perdre sa souveraineté.
Il souhaitait fabriquer des armes, construire des routes, établir des relations diplomatiques et faire venir des éducateurs européens. Il envoya des lettres à la reine Victoria d'Angleterre et à Napoléon III de France, leur demandant des ingénieurs, des artisans et des enseignants. Mais sa voix a été ignorée. Les puissances européennes, plus intéressées par la colonisation que par l'aide, n'ont pas réagi comme ils l'espéraient. Désabusé et se sentant trahi, Théodros commença à se méfier des étrangers. Dans un geste de désespoir, il ordonna l'arrestation des missionnaires britanniques et européens résidant à sa cour, espérant ainsi que les autorités le prendraient au sérieux. Le résultat fut désastreux. En 1868, le Royaume-Uni envoya une vaste expédition militaire, l'expédition de Magdala, composée de milliers de soldats, d'artillerie moderne et de ressources impressionnantes, dans le seul but de libérer les prisonniers et de punir l'empereur. Théodros, voyant qu'il ne pouvait vaincre une armée aussi puissante, prit une décision tragique mais héroïque. Il préféra mourir plutôt que de se rendre. Le 13 avril 1868, dans sa forteresse de Magdala, il se suicida avec un pistolet qu'il avait ironiquement reçu en cadeau de la reine Victoria. Sa mort a marqué la fin d'un rêve, mais aussi le début d'une légende. Théodros II est resté dans les mémoires non seulement comme un guerrier, mais aussi comme le premier grand réformateur de l'Éthiopie moderne. Un homme qui aimait tellement son pays qu'il a sacrifié sa vie pour son indépendance. Sa vision d'unité et de fierté nationale inspirerait les empereurs qui lui succéderaient. Et bien que sa fin ait été tragique, son héritage a allumé une étincelle qui ne s'éteindrait jamais. L'idée que l'Éthiopie ne devait appartenir qu'aux Éthiopiens et que son destin ne devait jamais être entre des mains étrangères. Le sacrifice de Théodros allait être le prélude à une nouvelle ère, une ère d'expansion, de modernisation et de résistance, sous le commandement d'un autre géant de l'histoire éthiopienne, Ménélik II, l'empereur qui allait ébranler l'Europe et changer à jamais l'histoire de l'Afrique. Ménélik II et la grande victoire africaine d'Adwa. Suite à la mort tragique de Théodros II, l'Éthiopie a de nouveau été plongée dans une période d'incertitude. Le pays avait besoin d'un nouveau dirigeant capable de raviver son rêve d'unité, mais aussi d'un dirigeant qui sache affronter les dangers du monde moderne. Et ce leader apparut bientôt. Il s'appelait Ménélik II, et sous son règne, l'Éthiopie allait connaître l'une des épopées les plus glorieuses de toute l'histoire africaine. Né en 1844, Ménélik se révéla dès son plus jeune âge astucieux, charismatique et ambitieux. Après la chute de Théodros, les trônes furent disputés entre plusieurs seigneurs régionaux, mais Ménélik, avec patience et stratégie, consolida son pouvoir depuis la région de Shewa, au sud du pays. Des années plus tard, il accomplirait ce que beaucoup croyaient impossible, être couronné empereur d'Éthiopie en 1889. Son ascension a marqué la renaissance de l'Empire à un moment critique. L'impérialisme européen se propageait comme une traînée de poudre à travers l'Afrique. À cette époque, les puissances européennes se partagèrent le continent dans ce qu'on appelait la course à l'Afrique. La France, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Allemagne et surtout l'Italie, qui cherchait à créer son propre empire colonial, convoitait la corne de l'Afrique. Les Italiens avaient déjà occupé l'Érythrée et leur prochain objectif était de soumettre l'Éthiopie. Au début, les relations semblaient amicales. En 1889, Ménélik signa le traité de Wuchale avec l'Italie, qui était censé reconnaître l'indépendance de l'Éthiopie et définir ses frontières. Mais le traité comportait un piège. La version italienne stipulait que l'Éthiopie devenait un protectorat italien, tandis que la version amharique, la langue éthiopienne, disait exactement le contraire, à savoir que l'empereur pouvait recourir à la médiation italienne s'il le souhaitait, mais n'y était pas obligé. Lorsque Ménélik découvrit la supercherie, sa réaction fut ferme. Il rompit le traité et proclama la souveraineté absolue de l'Éthiopie. L'Italie, offensée et confiante en sa puissance militaire, décida d'envahir le pays en 1895.
Il pensait que ce serait une conquête facile, comme celle qu'il avait menée dans d'autres territoires africains. Mais il ne comprenait pas que l'Éthiopie n'était pas une nation comme les autres. Sous la direction de Ménélik et de sa courageuse épouse, l'impératrice Taïtou Bétul, tout le peuple s'est soulevé comme un seul homme. Du nord au sud, des milliers de paysans, de guerriers, de moines et de nobles ont répondu à l'appel de l'empereur pour défendre la patrie. Les Italiens s'avancèrent avec leur armement moderne, confiants dans une victoire rapide. Mais en mars 1896, dans les montagnes du Nord, près du village d'Adoua, le destin bascula. Ménélik rassembla une immense armée, estimée entre 100 000 et 120 000 soldats, et organisa une défense magistrale. Les troupes éthiopiennes, bien qu'armées pour la plupart de lances et de vieux fusils, étaient unies par quelque chose de bien plus puissant, la foi et l'amour de leur liberté. Des prêtres orthodoxes ont défilé parmi les combattants, bénissant les armes et brandissant des croix, tandis que le peuple criait « Amen pour l'Éthiopie et pour Dieu ». Le 1er mars 1896 débuta la bataille d'Adoua. Pendant des heures, le ciel fut voilé de fumée et le sol trembla sous le grondement des canons. Mais les Éthiopiens se battirent avec une férocité qui choqua le monde. Lorsque la poussière retomba, le résultat fut incroyable. L'Éthiopie avait vaincu l'armée italienne. Plus de 7000 soldats italiens furent capturés ou tués, et le drapeau éthiopien flotta victorieusement sur le champ de bataille. Ce fut une victoire totale, un exploit historique. Pour la première fois, un pays africain vainquait une puissance européenne moderne. La nouvelle s'est répandue dans le monde entier. En Afrique, la victoire d'Adoua est devenue un symbole de fierté et d'espoir pour les peuples opprimés. En Europe, ce fut une humiliation inattendue pour le colonialisme. Et pour les Éthiopiens, c'était la confirmation de ce qu'ils avaient toujours cru, que leur indépendance était sacrée. Ménélik II a profité de son triomphe pour moderniser l'Éthiopie. Il a construit des écoles, des routes, des hôpitaux et surtout a fondé une nouvelle capitale, Addis Abeba, la nouvelle fleur, qui est encore aujourd'hui le cœur du pays. Sous son règne, l'Éthiopie s'est ouverte au monde, mais sans perdre son âme. L'empereur avait démontré qu'un pays africain pouvait conserver sa dignité, sa foi et sa liberté, même face à la puissance la plus redoutée de la planète. Ainsi, grâce à la victoire d'Adoua, l'Éthiopie a non seulement sauvé son indépendance, mais elle a sauvé l'honneur de tout un continent. Un instant avant de poursuivre ce fascinant récit de l'histoire de l'Éthiopie, êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Si ce n'est pas déjà fait, activez les notifications dès maintenant pour ne pas manquer les prochains articles qui ont façonné le monde. Et si vous appréciez cette histoire, laissez un j'aime, car grâce à ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à trouver cette vidéo. Et que l'histoire de l'Éthiopie, sa force et sa fierté puissent atteindre les 4 coins du monde. Votre soutien permet de faire vivre cette histoire. Et ensemble, nous veillons à ce qu'elle ne soit jamais oubliée. Bon, continuons, car la suite va vous surprendre. 13. Haïlé Sélassié, le lion de Juda et la modernisation de l'Éthiopie. Après la glorieuse victoire d'Adoua, l'Éthiopie a consolidé sa position de symbole d'indépendance sur un continent dominé par le colonialisme. Mais le temps n'a pas cessé d'évoluer. Au fil des décennies, le monde a changé et le pays avait besoin d'un nouveau dirigeant capable d'entretenir la flamme de la fierté éthiopienne, mais aussi de le guider vers la modernité. Ce dirigeant était Haïlé Sélassié Ier, l'une des figures les plus emblématiques et transcendantes non seulement de l'histoire de l'Éthiopie, mais de toute l'Afrique. Haïlé Sélassié, né Tafari Makonnen, vit le jour en 1892 dans une famille noble. Dès son plus jeune âge, il fit preuve d'une intelligence remarquable et d'une foi profonde. Homme cultivé, diplomate et ambitieux, il comprenait que le pouvoir se maintenait non seulement par l'épée, mais aussi par la vision. Sous le règne de Ménélik II puis de l'impératrice Zewditu, Tafari s'est distingué comme un réformateur, un homme qui rêvait d'une Éthiopie moderne, ouverte sur le monde mais fidèle à son identité ancestrale. En 1930, après la mort de l'impératrice,
il fut couronné empereur sous le nom de Haïlé Sélassié Ier, qui signifie « pouvoir de la Trinité ». Lors de son couronnement, les tambours ont tonné dans tout Addis-Abeba et les montagnes ont résonné des cris du peuple. Le lion de Juda s'est réveillé. Le nouveau monarque a été reconnu par des dirigeants du monde entier. Rois, présidents et diplomates ont assisté à sa cérémonie, un fait qu'aucune autre nation africaine indépendante n'avait réalisé. Haïlé Sélassié avait une mission claire: moderniser l'Éthiopie sans en détruire l'âme. Il a promu des réformes politiques, sociales et éducatives. Il fonda les premières écoles laïques, promut l'éducation des femmes, créa un code juridique moderne et tenta de limiter le pouvoir féodal des nobles. Il rêvait d'une nation forte, cultivée et unie sous un État moderne. Il était également un diplomate de talent. En 1923, avant son couronnement, il avait obtenu l'entrée de l'Éthiopie à la Société des Nations, faisant de ce pays l'un des premiers pays africains à bénéficier d'une pleine reconnaissance internationale. À partir de là, il a commencé à projeter l'image de l'Éthiopie comme un symbole de la souveraineté et de la dignité africaine. Mais bientôt, l'ombre de l'impérialisme menaça à nouveau la liberté du pays. Le dictateur italien Benito Mussolini, désireux d'étendre son empire fasciste, jeta son dévolu sur l'Éthiopie. En 1935, les troupes italiennes envahirent le pays depuis l'Érythrée et la Somalie, armées de chars, d'avions et d'armes chimiques interdites. Les Éthiopiens, mal équipés, résistèrent courageusement mais furent vaincus par la brutalité des envahisseurs. Des villages ont été bombardés au gaz moutarde, des monastères ont été détruits et des milliers de civils ont été tués. Haïlé Sélassié fut contraint à l'exil en Angleterre, mais son esprit ne se découragea jamais. Depuis son exil, il porta son combat sur la scène internationale. En 1936, il s'adressa à la Société des Nations et y prononça un discours historique. Sa voix a résonné à travers le monde. Aujourd'hui, c'est nous. Demain, ce sera vous. C'était un avertissement clair concernant les dangers du fascisme. Bien que de nombreux pays soient restés silencieux, les paroles de Sélassie sont devenues un symbole de résistance contre la tyrannie. En 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'aide des forces britanniques et de la résistance éthiopienne, connue sous le nom d'Arbényoch, les Patriotes, Haïlé Sélassié est revenu triomphalement à Addis-Abeba. Le peuple l'accueillit avec des larmes de joie. Il avait recouvré son trône, sa terre et son honneur. Dans les années qui suivirent, l'empereur se consacra à la reconstruction du pays. Il a renforcé les institutions, développé l'éducation, créé des universités et modernisé les forces armées. En 1963, il fonda l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, basée à Addis-Abeba, devenant ainsi le père du panafricanisme moderne. Sous sa direction, l'Éthiopie est devenue la voix de l'Afrique dans le monde, un exemple d'indépendance, de fierté et de dignité. Mais avec le temps, son pouvoir commença à s'affaiblir. Les inégalités sociales se sont accrues et de nombreux Éthiopiens ont commencé à remettre en question le système impérial. La sécheresse, la famine et la pauvreté ont durement frappé la population, tandis que les élites ont conservé leurs richesses. Malgré ces réalisations, le vieil empereur semblait déconnecté de la nouvelle génération. En 1974, après plus de 40 ans de règne, Haïlé Sélassié fut renversé par un coup d'État militaire mené par le Derg, un groupe marxiste qui promettait la justice sociale. Peu de temps après, l'empereur fut emprisonné et mourut dans des circonstances mystérieuses. Sa mort a marqué la fin d'une époque, mais son héritage perdure. Haïlé Sélassié était plus qu'un monarque. Il était un symbole de la résistance africaine, un visionnaire et une figure quasi mythique. Pour le mouvement Rastafari, né en Jamaïque, il n'était pas seulement un homme, mais la réincarnation de l'esprit divin, le lion de Juda annoncé dans les prophéties. Aujourd'hui encore, son nom reste synonyme de fierté, d'indépendance et de foi dans le destin de l'Afrique. Et bien que son trône soit tombé,
L'héritage d'Haïlé Sélassié reste vivant dans tous les recoins de l'Éthiopie, comme la voix éternelle d'un peuple qui ne s'est jamais agenouillé devant le monde. 14. La chute de l'Empire et du régime du Derg. Suite à la mort d'Haïlé Sélassié en 1975, l'Éthiopie entra dans l'une des périodes les plus sombres et les plus tumultueuses de toute son histoire. La splendeur passée de l'Empire, qui avait résisté aux invasions, aux guerres et à des siècles d'isolement, commença à s'effriter de l'intérieur. L'ancienne monarchie, symbole de continuité depuis l'époque de Salomon et de la reine de Saba, disparut pour laisser place à un régime militaire qui promettait justice, égalité et progrès, mais qui allait engendrer sang, peur et destruction. Tout a commencé en 1974, lorsqu'une crise profonde a secoué le pays. Des sécheresses dévastatrices, des famines, la corruption et les inégalités entre riches et pauvres ont attisé la colère du peuple. Pendant que les élites jouissaient du luxe, des millions de paysans mouraient de faim dans le nord du pays, notamment dans les provinces de Wollo et du Tigré. Les images des souffrances des Éthiopiens ont fait le tour du monde, montrant des enfants malnutris et des villages entiers réduits en poussière. Le peuple réclamait du changement, et ce changement est arrivé, mais pas comme il l'espérait. Un groupe de jeunes officiers de l'armée, lassés de l'inefficacité du système impérial, se sont réunis et ont formé une junte militaire appelée le Derg, qui signifie « comité » en amharique. Son dirigeant le plus influent serait Mengistu Haïlé Mariam, un homme charismatique mais impitoyable. Au départ, le Derg se présentait comme le défenseur du peuple, promettant des réformes agraires, l'égalité sociale et la fin du féodalisme. Beaucoup y ont vu un espoir, mais bientôt, les promesses se sont transformées en répression. Influencé par les idées du communisme soviétique, Mengistu a instauré un régime autoritaire et brutal. Le pays s'est aligné sur l'Union soviétique et Cuba, et l'Éthiopie s'est transformée en une dictature d'inspiration marxiste-léniniste. Le nouveau gouvernement abolit la monarchie, nationalisa les terres, les entreprises et les biens, et persécuta toute personne considérée comme un ennemi de la révolution. Ce qui suivit est connu dans l'histoire sous le nom de Terreur rouge, Kei Shibir. Entre 1977 et 1978, des milliers de personnes, intellectuels, étudiants, paysans et opposants politiques ont été arrêtés, torturés ou exécutés sans procès. Les rues d'Addis Abeba étaient rougies par le sang et des familles étaient contraintes de payer pour les balles qui avaient tué leurs propres enfants. La peur est devenue une composante du quotidien. Parallèlement, le pays était confronté à des guerres de toutes parts. Au nord, les régions d'Érythrée et du Tigré ont commencé à lutter pour leur indépendance. À l'est, la Somalie a envahi le territoire de l'Ogaden en 1977, cherchant à étendre ses frontières. Mengistu répliqua par une campagne militaire brutale, soutenue par des milliers de soldats cubains et de conseillers soviétiques. Bien qu'il soit parvenu à expulser les troupes somaliennes, le coût humain fut dévastateur. Le Derg a imposé une main de fer à la population et l'économie a commencé à s'effondrer. La sécheresse des années 1980 n'a fait qu'empirer les choses. En 1984, l'Éthiopie a été frappée par l'une des pires famines de l'histoire moderne. Plus d'1 million de personnes sont mortes de faim. Des images d'enfants affamés aux yeux vides ont circulé dans les médias du monde entier et ont suscité une vague de solidarité internationale. Des concerts tels que Live Aid ont été organisés, où des artistes du monde entier ont chanté pour collecter des fonds pour l'Éthiopie. Mais à l'intérieur du pays, l'aide n'atteignait souvent pas les plus démunis, détournés par la corruption et la guerre. À la fin des années 1980, le régime de Mengistu commença à s'affaiblir. L'Union soviétique, qui était son principal allié, était en train de s'effondrer. Sans leur soutien, le Derg perdit de la force, et les guérilleros rebelles, en particulier le Front de libération du peuple du Tigré, FLPT, et le Front de libération de l'Érythrée, FLEP, commencèrent à avancer vers la capitale.
Finalement, en 1991, après près de 17 ans de dictature, Mengistu a fui le pays pour se réfugier au Zimbabwe, laissant derrière lui un peuple épuisé, une économie détruite et des millions de morts. Le régime du Derg était tombé, mais les cicatrices qu'il avait laissées étaient profondes. L'Éthiopie avait survécu une fois de plus, mais à un prix très élevé. Et des cendres de cette période sombre naîtrait une ère nouvelle, marquée par la reconstruction, la quête de la démocratie et la renaissance d'un peuple qui, malgré tout, n'a jamais cessé de lutter pour sa liberté. 15. La renaissance de l'Éthiopie moderne et ses défis actuels. Lorsque le régime du Derg s'est effondré en 1991, l'Éthiopie s'est réveillée d'un cauchemar qui avait duré près de 2 décennies. Les rues d'Addis Abeba étaient silencieuses, marquées par les stigmates de la guerre et de la famine. Mais au milieu des ruines, le peuple éthiopien conservait encore quelque chose qu'il n'avait jamais perdu, son esprit indomptable. Une fois de plus, comme tant de fois dans son histoire, le pays se préparait à renaître de ses cendres. Le vide du pouvoir fut rapidement comblé par les forces rebelles qui avaient combattu Mengistu. Le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, EPRDF, dirigé par Meles Zenawi, a pris le contrôle du pays. Meles, ancien guérillero du Tigré, est devenu le nouveau Premier ministre, promettant démocratie, paix et développement. Le nouveau gouvernement a proclamé la fin de la dictature militaire et inauguré une ère totalement différente, l'Éthiopie républicaine et fédérale. L'une des premières décisions fut de rédiger une nouvelle constitution, approuvée en 1995, qui établissait une république fédérale divisée en régions ethniques autonomes. C'était une tentative de donner une voix et du pouvoir aux différents peuples qui composaient l'Éthiopie. Les Amaras, les Oromos, les Tigréens, les Somaliens, les Afars, les Sidamos et bien d'autres. Pour la première fois, la diversité culturelle et linguistique du pays a été officiellement reconnue. Durant ces années, l'Éthiopie a également connu des transformations majeures. La paix a permis de lancer des projets de reconstruction. Routes, écoles, hôpitaux et barrages. Le pays a commencé à s'ouvrir au monde et Addis Abeba est redevenu le cœur diplomatique de l'Afrique, siège de l'Union africaine et centre de conférences internationales importantes. Cependant, des difficultés ne tardèrent pas à surgir. En 1993, après une longue guerre d'indépendance, l'Érythrée, qui faisait partie de l'Éthiopie depuis l'époque d'Haïlé Sélassié, s'est séparée de l'Éthiopie et est devenue un pays indépendant. Bien que les relations aient été pacifiques au début, les tensions se sont accrues jusqu'à culminer en une guerre dévastatrice entre 1998 et 2000, en raison d'un différend frontalier dans la région de Badme. Des dizaines de milliers de soldats sont morts des deux côtés. Le conflit s'est terminé par un accord de paix, mais a laissé de profondes cicatrices sur les deux nations sœurs. Malgré les difficultés, l'Éthiopie a continué d'avancer. Au cours des années 2000, le pays est devenu l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Afrique. Les villes se sont développées. Des gratte-ciel ont commencé à pousser comme des champignons à Addis Abeba et des millions d'Éthiopiens ont échappé à la pauvreté. Le gouvernement de Meles Zenawi a promu de grands projets d'infrastructure, tels que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne sur le Nil bleu, symbole de fierté nationale et d'espoir pour le développement énergétique. Mais cette croissance s'est accompagnée de critiques. Nombreux sont ceux qui ont accusé le gouvernement de restreindre la liberté de la presse, de manipuler les élections et de réprimer l'opposition. Les tensions ethniques et les protestations populaires se sont intensifiées au fil du temps. Suite au décès de Meles Zenawi en 2012, le pays a traversé une période d'incertitude politique. Puis, en 2018, une nouvelle figure a émergé, Abiy Ahmed. Jeune, charismatique et doté d'une vision moderne, Abiy a été nommé Premier ministre avec la promesse de réconcilier le pays et d'ouvrir une nouvelle ère de réforme. Il a libéré les prisonniers politiques, autorisé le retour des exilés et signé la paix historique avec l'Érythrée, mettant fin à 20 ans d'hostilité.
Ce geste lui a valu le prix Nobel de la paix en 2019. Cependant, la paix fut de courte durée. En 2020, un conflit armé a éclaté dans la région du Tigré, replongeant le pays dans la violence. Des milliers de personnes sont mortes et des millions ont été déplacés, tandis que le monde observait avec tristesse l'Éthiopie, une fois de plus, tiraillée entre espoir et tragédie. Malgré tout, le peuple éthiopien continue de faire preuve d'une force admirable. Aujourd'hui, le pays poursuit sa marche vers la stabilité, avec une économie en croissance, une culture dynamique et une fierté nationale qui ne s'estompe pas. Ses églises rupestres, ses paysages montagneux et son histoire ancienne continuent de rappeler au monde que l'Éthiopie n'est pas une nation ordinaire, mais une terre forgée dans la résilience, la foi et la renaissance. Car si l'histoire éthiopienne nous apprend quelque chose, c'est que la liberté ne s'hérite pas, elle se conquiert sans cesse. Et tant que le soleil continuera de se lever sur les montagnes de l'Alibela et que le Nil continuera de couler, l'Éthiopie restera debout, aussi indomptable et éternelle que jamais. Et c'est ainsi que s'achève notre voyage à travers l'histoire de l'Éthiopie. Une terre qui a saigné, qui est tombée 1000 fois, mais qui n'a jamais capitulé. Un peuple qui a tout perdu, sauf sa dignité et sa foi. Car l'Éthiopie n'est pas seulement un pays sur une carte, elle est le reflet de nous tous, de nos luttes, de nos défaites et de cette voix intérieure qui dit « ce n'est pas encore la fin ». Peut-être avez-vous, vous aussi, traversé vos propres guerres, vos propres sécheresses et vos propres silences. Mais l'histoire éthiopienne nous rappelle qu'il n'y a pas d'obscurité éternelle. Tant qu'il y a de l'espoir, une nouvelle aube vous attend toujours. Car si l'Éthiopie pouvait se relever de la poussière et briller à nouveau, vous pouvez le faire aussi. Et avant que ce voyage à travers l'histoire éthiopienne ne prenne fin, je veux connaître votre avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Quel passage vous a le plus marqué ou quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire incroyable? Votre commentaire me permet non seulement de savoir que vous êtes là, mais cela permet aussi à davantage de personnes de trouver cette vidéo et découvrir la force, la foi et la grandeur de l'Éthiopie. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Continuez à voyager ensemble à travers les histoires qui ont changé le monde. Merci d'avoir regardé, de nous avoir soutenus et d'avoir permis à cette histoire de continuer à vivre.